Dans les salles de marbre de la Rome antique, où les empereurs dînaient de langue de paon et où les sénateurs prenaient des bains de lait, existait une obscurité si profonde que l'histoire elle-même a tenté de l'oublier. Derrière la splendeur du Colisée et la gloire des conquêtes romaines se cachait une horreur systématique qui consumait la vie d'innombrables jeunes garçons, enlevés à leur foyer et transformés en propriétés vivantes pour le plaisir des puissants. Ils n'étaient pas de simples serviteurs ou ouvriers, c'étaient des enfants, choisis pour leur beauté, élevés pour l'obéissance et contraints à une humiliation inimaginable. Leurs histoires ont été ensevelies sous 2 millénaires de silence, rejetées comme une note de bas de page gênante dans le grand récit de la civilisation romaine. Pourtant, leur souffrance était réelle, leur humanité indéniable, et leur héritage est un rappel brutal que même les empires les plus célébrés peuvent normaliser les crimes les plus monstrueux. Aujourd'hui, nous tirons les rideaux de velours de l'histoire pour examiner l'une des pratiques les plus sombres de Rome, l'esclavage systématique et l'exploitation de jeunes garçons comme concubins dans les foyers des empereurs, des sénateurs et des riches patriciens. Ce n'est pas un conte sur les coutumes anciennes ou les différences culturelles. C'est une histoire de pouvoir sans conscience, de luxe bâti sur la souffrance et d'une société qui a choisi de détourner le regard pendant que des enfants disparaissaient dans des cages dorées. Ce que vous allez entendre peut être troublant, et il doit en être ainsi, car c'est en comprenant les profondeurs de la cruauté humaine que nous nous prémunissons contre sa répétition. C'est en nous souvenant des oubliés que nous honorons leur mémoire. Et c'est en affrontant l'obscurité de notre passé que nous éclairons le chemin vers un avenir plus humain. Et maintenant, s'il te plaît, arrête la vidéo et abonne-toi à notre chaîne. Pour pouvoir continuer à créer des vidéos comme celle-ci, nous devons atteindre 1000 abonnés le plus vite possible. Merci. L'an 117 après Jésus-Christ. L'empereur Hadrien vient de monter sur le trône, héritant d'un empire qui s'étend de la Bretagne à la Mésopotamie. Rome est à l'apogée de sa puissance, ses légions sont sans égales, sa richesse incommensurable. Mais à l'ombre du mont Palatin, dans les villas disséminées à travers l'empire, le commerce de la misère humaine prospère à huis clos. Bienvenue dans le monde secret des garçons concubins de Rome, où l'enfance se terminait sur le marché aux esclaves, où la beauté était une malédiction et où le prix de la survie était l'abandon de son âme. Leurs noms ont été effacés, leur voix réduite au silence, mais leur histoire doit être racontée. C'est leur histoire. Commençons par comprendre le monde qui a engendré de telles horreurs. Rome, au 1er et 2e siècle, était une étude de contradictions. Un empire qui se targuait de la loi et de l'ordre, mais qui prospérait sur la conquête et l'asservissement. Il célébrait les valeurs familiales tout en se livrant à une débauche spectaculaire. Et, ce qui peut être le plus révélateur, il a développé des philosophies sophistiquées sur la dignité humaine tout en traitant de vastes populations comme de la simple propriété. Pour comprendre comment les jeunes garçons étaient pris au piège dans ce système, nous devons d'abord comprendre l'esclavage romain lui-même. Contrairement à l'esclavage racial plus récent, l'esclavage romain était principalement le résultat de la conquête. Lorsque les légions romaines balayaient la Gaule, la Germanie, la Bretagne ou les provinces orientales, elles ne rapportaient pas seulement de l'or et de la gloire. Elles rapportaient des êtres humains, hommes, femmes et enfants, pour nourrir l'appétit insatiable de l'Empire pour la main-d'œuvre et le luxe. Parmi ces captifs, certains enfants étaient confrontés à un sort particulièrement cruel. Les garçons âgés de 7 à 14 ans, en particulier ceux considérés comme beaux selon les normes romaines, étaient sélectionnés pour un type d'esclavage différent. Ils n'étaient pas destinés aux champs ou aux mines. Au lieu de cela, ils disparaissaient dans les foyers des riches, où ils étaient formés pour servir des fins que les historiens romains officiels trouvaient souvent trop embarrassantes pour les consigner en détail. Le processus de sélection était d'une efficacité impitoyable. Les marchands d'esclaves, opérant sur des marchés allant de Délos à Rome, évaluaient les jeunes captifs comme du bétail. Ils recherchaient des caractéristiques spécifiques, une peau lisse, un visage symétrique, de grands yeux et une silhouette élancée. Les garçons de certaines régions, notamment de Syrie, d'Égypte et d'Asie mineure, atteignaient des prix plus élevés en raison de la fétichisation romaine de la beauté exotique. Les marchands connaissaient bien leur clientèle et savaient ce qui se vendrait. Ces enfants étaient arrachés à tout ce qu'ils avaient jamais connu. Beaucoup avaient été témoins de la destruction de leur village, du massacre de leur père, de la mise en esclavage de leur mère. Maintenant, ils se tenaient nus sur les estrades des enchères, examinés comme des objets par des acheteurs potentiels qui vérifiaient leurs dents, palpaient leurs membres, évaluaient leur potentiel.
Les plus chanceux étaient achetés rapidement. Les moins chanceux étaient confrontés à l'incertitude de ventes multiples, chaque transaction arrachant un autre morceau de leur ancienne identité. Une fois achetés, ces garçons entraient dans un monde conçu pour briser leur volonté et remodeler leur être même. On leur donnait de nouveaux noms, souvent des noms grecs féminisés qui soulignaient leur statut de soumission. Leur langue maternelle était interdite, leurs pratiques culturelles effacées. Chaque aspect de leur vie antérieure était systématiquement détruit, remplacé par une nouvelle identité entièrement façonnée pour le plaisir de leur maître. La transformation physique commençait immédiatement. Ces garçons étaient soumis à un régime de toilettage rigoureux qui semblerait extrême même selon les normes d'aujourd'hui. Les poils de leur corps étaient enlevés par un épilage douloureux à la pince ou à la cire. Leur peau était maintenue pâle par un confinement à l'intérieur et l'application de cosmétiques au plomb blanc, une pratique qui en empoisonna lentement beaucoup. Leur régime alimentaire était strictement contrôlé pour maintenir leur silhouette mince et prépubère bien au-delà de l'adolescence. Mais les modifications physiques allaient beaucoup plus loin. Certains garçons subissaient une castration partielle ou totale pour préserver leur apparence juvénile et empêcher le développement de traits masculins. Cette pratique brutale, bien que officiellement désapprouvée sous certains empereurs, se poursuivait dans l'ombre. Le couteau du chirurgien ne leur volait pas seulement leur capacité à procréer, mais souvent aussi leur sentiment d'identité, les piégeant dans une enfance perpétuelle au service des désirs pervers de leur maître. Le conditionnement psychologique était tout aussi systématique. Ces garçons apprenaient la musique, la danse et la poésie, non pour leur propre enrichissement, mais pour en faire des compagnons plus agréables. Ils apprenaient à anticiper les humeurs de leur maître, à fournir des divertissements sur demande, à réprimer leurs propres émotions et désirs. La punition en cas d'échec était rapide et sévère. Des coups, la privation de nourriture, l'isolement ou pire. Le succès apportait des récompenses creuses, une meilleure nourriture, des vêtements plus fins, le privilège amer d'être la propriété préférée au sein de la maisonnée. Ces garçons concubins occupaient une position étrange et précaire. Ils portaient de la soie alors que les esclaves des champs portaient des haillons. Ils dînaient de mets délicats alors que d'autres vivaient de bouillie. Pourtant, leurs chaînes d'or restaient des chaînes. Ils ne pouvaient pas partir, ils ne pouvaient pas refuser, et ils ne pouvaient même pas revendiquer la propriété de leur propre corps. Ils existaient dans une zone liminale, ni tout à fait humain, ni tout à fait objet, à la fois chéri et méprisé. La vie quotidienne d'un garçon concubin était une performance soigneusement chorégraphiée. Ils se levaient avant l'aube pour commencer leur rituel de toilettage. Des heures étaient consacrées à leur apparence, leurs cheveux coiffés en style complexe, leur visage peint avec des cosmétiques, leur corps parfumé avec des huiles coûteuses. Ils étaient vêtus de vêtements conçus pour accentuer leur jeunesse et leur beauté, des tuniques courtes et aux couleurs vives, des bijoux qui les marquaient comme des biens précieux, parfois même des colliers en or qui servaient à la fois d'ornement et de symbole de propriété. Leur journée était organisée autour du plaisir de leur maître. Lorsque le maître recevait des invités, il servait le vin avec une grâce apprise par une pratique douloureuse. Il récitait de la poésie, jouait du luth ou dansait, tandis que des yeux avides observaient chacun de leurs mouvements. On attendait d'eux qu'ils soient spirituels, mais pas trop intelligents, beaux, mais pas vaniteux, disponibles, mais pas trop empressés. Chaque instant était un exercice d'équilibre, où un seul faux pas pouvait entraîner une punition, voire la mort. Les nuits apportaient un autre genre d'horreur. Les sources historiques, contraintes par les tabous de leur époque, parlent en euphémisme de ce qui se passait une fois les lampes éteintes. Mais les preuves archéologiques, les textes médicaux et les rares mémoires francs indiquent clairement que ces garçons subissaient des abus sexuels systématiques. Ils étaient une propriété, et selon la loi romaine, la propriété n'avait aucun droit de refuser les désirs de son propriétaire. Le traumatisme physique et psychologique de ces viols répétés laissait des cicatrices qu'aucune soie ni aucun or ne pouvait cacher. La relation entre l'empereur Hadrien et Antinous peut être l'exemple le plus célèbre de ce système, bien qu'elle ait été romancée jusqu'à en être méconnaissable par les historiens ultérieurs. Antinous était un jeune grec d'une beauté extraordinaire qui devint le compagnon d'Hadrien, probablement alors qu'il n'avait pas plus de 13 ans. Pendant 7 ans, il voyagea avec l'empereur, partageant son lit et sa table, jusqu'à sa mort mystérieuse dans le Nil à l'âge de 19 ou 20 ans. Le deuil d'Hadrien à la mort d'Antinous fut spectaculaire. Il fonda des villes au nom du garçon, commanda d'innombrables statues et le déifia même. Mais nous devons nous demander
Quel choix Antinoüs avait-il dans cette relation? Un garçon, emmené dans la maisonnée de l'empereur, pouvait-il vraiment consentir à devenir son amant? Le déséquilibre de pouvoir était absolu. Défier l'empereur signifiait la mort, accepter signifiait la survie, mais à quel prix? L'Antinoüs historique reste une énigme. Ses vrais sentiments perdus dans le temps. Nous avons le deuil d'Adrien, mais pas la voix d'Antinoüs. Nous avons ses statues pour nous montrer sa beauté, mais pas ses mots pour nous exprimer ses pensées. Comme tant de garçons concubins, il n'existe dans l'histoire que, comme un reflet des désirs de son maître, sa propre humanité obscurcie par la mythologie de ceux qui exerçaient un pouvoir sur lui. Pourtant, Antinoüs était exceptionnellement chanceux par rapport à la plupart des garçons concubins. Sa beauté et l'affection de l'empereur lui ont accordé un niveau de protection et de luxe dont les autres ne pouvaient que rêver. Pour chaque Antinoüs qui dînait avec les empereurs, il y avait des milliers de garçons anonymes qui souffraient dans les villas d'hommes de rang inférieur. Leurs histoires n'ont jamais été enregistrées, leur destin jamais pleuré. Martial, un poète du 1er siècle, nous offre des aperçus de ces victimes oubliées dans ses épigrammes. Il écrit avec moquerie sur les hommes riches qui s'entourent de beaux garçons esclaves, décrivant leur apparence et leur comportement en des termes qui rendent leur exploitation sexuelle explicite. Ce que Martial traitait comme une comédie était une tragédie pour les garçons eux-mêmes, des enfants contraints de jouer leur propre humiliation pour le divertissement de leurs oppresseurs. Les textes médicaux de l'époque révèlent les conséquences physiques de ces abus. Des médecins comme Cels et Gallienne rapportent avoir traité des garçons pour des blessures qui ne pouvaient résulter que d'une agression sexuelle. Ils écrivent cliniquement sur les corps endommagés, mais nous pouvons lire entre les lignes le coût humain. C'étaient des enfants dont les corps étaient brisés par les désirs des adultes, dont la douleur était traitée comme une curiosité médicale plutôt que comme un outrage moral. Les documents juridiques racontent leur propre histoire sombre. Les testaments et les actes de vente énumèrent les garçons concubins à côté du mobilier et du bétail. Les affaires judiciaires les mentionnent parfois en passant. Un garçon qui s'est enfui et a été traqué, un autre assassiné par un maître jaloux, et un troisième jeté quand il est devenu trop vieux pour être désirable. Aux yeux de la loi romaine, il s'agissait de litiges de propriété, pas de tragédies humaines. La pratique de garder des garçons concubins ne se limitait pas au palais impérial ou aux maisons des ultra-riches. Dans tout l'Empire romain, tout homme disposant de suffisamment de richesses pouvait acheter un beau garçon pour servir ses plaisirs. Marchands, propriétaires terriens, officiers militaires, beaucoup gardaient ces jeunes esclaves comme symbole de statut et objet de désir. La pratique était si répandue que des moralistes comme Sénèque se sont sentis obligés de la condamner, bien que leurs objections portaient souvent davantage sur l'excès que sur l'exploitation. Dans les provinces orientales, où les influences culturelles grecques restaient fortes, la pratique prenait des formes différentes, mais restait tout aussi répugnante. Les garçons concubins pouvaient également être formés comme artistes en plus de leurs autres devoirs, apprenant à chanter et à jouer des instruments. Certains étaient éduqués en littérature et en philosophie, devenant des compagnons capables de discuter de Platon tout en servant le vin. Mais l'éducation n'était pas la liberté. Ces garçons restaient des propriétés, leur apprentissage n'étant qu'un autre moyen d'augmenter leur valeur. Les registres de transactions des marchés aux esclaves offrent un aperçu déchirant de ce commerce. Un papyrus de l'Égypte romaine répertorie la vente d'un garçon syrien de 12 ans, doué pour la musique et d'apparence agréable, pour une somme qui aurait pu acheter plusieurs esclaves adultes des champs. Un autre document de Pompéi mentionne un garçon formé à la manière grecque, vendu à un riche marchand. Ces termes commerciaux fades masquent la réalité humaine. Des enfants vendus comme esclaves sexuels, avec l'approbation totale de la loi et de la coutume. Le plus troublant était peu, être la manière dont la société romaine normalisait cet abus. Les hommes riches emmenaient leurs garçons concubins à des événements publics, les exhibant comme des animaux de compagnie exotiques. Les poètes écrivaient des vers, comparant leur beauté à des fleurs ou à des pierres précieuses. Les artistes les représentaient sur des fresques et des mosaïques, figés pour l'éternité dans des poses de soumission et de disponibilité. Ce que nous reconnaîtrions comme de la maltraitance d'enfants était considéré comme un choix de vie, un signe de sophistication et de richesse. Les mécanismes psychologiques qui ont permis cette normalisation sont familiers aux étudiants de l'oppression systémique. Les garçons étaient déshumanisés par le langage, appelés déliciae, délices ou pueri, garçons, quel que soit leur âge.
leur souffrance était minimisée ou complètement ignorée. Lorsqu'ils montraient des signes de traumatisme, de dépression, d'automutilation ou de tentative d'évasion, ceux-ci étaient considérés comme des défauts de caractère et non comme des réponses naturelles à l'abus. Certains Romains se sont effectivement élevés contre ces pratiques, bien que souvent pour de mauvaises raisons. Les philosophes stoïciens craignaient que la débauche avec des garçons esclaves ne rende les hommes mous et efféminés. Les moralistes s'inquiétaient de la corruption de la jeunesse romaine née libre, qui pourrait être tentée d'imiter l'apparence et le comportement des concubins. La souffrance des esclaves eux-mêmes était rarement le problème. Ils étaient considérés comme des instruments de dégradation morale plutôt que comme des victimes méritant d'être protégées. Les conquêtes militaires qui alimentaient ce système créaient un cercle vicieux. À mesure que Rome s'étendait, de plus en plus de garçons étaient capturés et réduits en esclavage. La richesse de la conquête permettait à plus de Romains de s'offrir de tels esclaves. La demande de beaux garçons influençait même la stratégie militaire, certains commandants ciblant spécifiquement les régions connues pour leurs captifs attrayants. Les enfants devenaient une autre forme de butin, leur vie détruite pour la gratification de leurs conquérants. Le traumatisme infligé à ces garçons allait bien au-delà de l'abus physique et sexuel. Ils étaient arrachés à leur famille, à leur culture, à leur sentiment d'identité. Beaucoup avaient été témoins d'une violence extrême, la destruction de leur maison, la mort de leurs proches. Ils étaient ensuite plongés dans un monde où ils devaient plaire à ceux-là même qui étaient responsables de leur souffrance. La gymnastique psychologique requise pour survivre laissait des cicatrices profondes et durables. Pour ceux qui devenaient trop vieux pour être désirables, généralement à la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine, l'avenir était sombre. Certains maîtres, lassés de leurs concubins vieillissants, les vendaient à des bordels, où ils étaient confrontés à une exploitation supplémentaire. D'autres pouvaient être gardés comme serviteurs domestiques, un rappel constant de leur jeunesse perdue et de leur ancien statut. Quelques chanceux pouvaient être affranchis, bien que la liberté pour un ancien concubin s'accompagne de sa propre stigmatisation et de ses propres défis. La manumission, la pratique d'affranchir les esclaves, offre une fenêtre complexe sur la vie de ces garçons. Certains maîtres affranchissaient leurs concubins préférés dans leur testament, peut être par affection réelle ou par culpabilité. Mais la liberté pour quelqu'un élevé comme objet sexuel depuis l'enfance n'était guère une véritable libération. Ces affranchis étaient confrontés à la discrimination, à des opportunités économiques limitées et au traumatisme persistant de leur esclavage. Beaucoup n'avaient d'autres compétences que celles qu'on leur avait enseignées pour le plaisir de leur maître. Les découvertes archéologiques à travers l'Empire témoignent silencieusement de ces vies oubliées. Les inscriptions funéraires mentionnent parfois de jeunes esclaves en des termes qui suggèrent leur rôle de concubins. Les objets funéraires, miroirs, cosmétiques, bijoux, suggèrent des vies axées sur l'apparence et la performance. À Pompéi et Herculanum, préservés par les cendres volcaniques, nous trouvons des pièces clairement conçues pour loger et exposer des garçons esclaves, complétées par des œuvres d'art érotiques qui ne laissent aucun doute sur leur fonction. L'art lui-même raconte une histoire troublante. Les fresques représentant des scènes mythologiques de dieux poursuivant de beaux jeunes, Zeus et Ganymède, Apollon et Hyacinthe, fournissaient une justification culturelle à l'abus dans le monde réel. Ces mythes transformaient le viol en romance, la prédation en faveur divine. Les garçons concubins recevaient parfois des noms tirés de ces mythes, brouillant davantage la frontière entre la mythologie et la réalité, entre les dieux et les hommes jouant à Dieu avec la vie des enfants. Les connaissances médicales de l'époque, aussi limitées fussent-elles, reconnaissaient certains des dommages physiques infligés aux garçons. Les médecins écrivaient sur le traitement des blessures anales, des infections sexuellement transmissibles et des complications de la castration. Ils notaient des taux plus élevés de tentatives de suicide parmi les jeunes esclaves masculins dans les foyers riches. Pourtant, cette connaissance médicale ne menait pas à une intervention, mais à de meilleures méthodes pour maintenir en vie et fonctionnelle une propriété précieuse. L'économie de ce système révèle son calcul froid. Les garçons concubins représentaient un investissement important. Leur prix d'achat, leur entretien, leur formation et leur toilettage coûtaient de l'argent. Certains propriétaires souscrivaient même des assurances pour les garçons particulièrement précieux. En lisant ces anciens contrats, nous devons nous rappeler que chaque clause représente une vie humaine réduite à une valeur monétaire, un enfant dont la valeur n'était mesurée que par le plaisir qu'il pouvait procurer. Les fêtes religieuses et les cérémonies publiques mettaient souvent en scène les concubins des hommes riches.
Pendant les Saturnales, une fête de décembre où les rôles étaient inversés, les garçons concubins pouvaient être habillés avec les vêtements de leur maître et autorisés à donner des ordres, une inversion temporaire qui ne faisait que souligner leur impuissance habituelle. Lors des dîners privés, ils servaient les invités tout en endurant les mains baladeuses et les remarques obscènes. Leur humiliation faisait partie du divertissement de la soirée. La complicité des institutions romaines dans la perpétuation de cet abus ne peut être ignorée. Le système juridique codifiait le statut de propriété des esclaves. La machine militaire fournissait un approvisionnement constant de nouvelles victimes. La structure économique créait des incitations pour le commerce. Même les institutions religieuses, qui auraient pu fournir une orientation morale, possédaient souvent elles-mêmes des esclaves, y compris de jeunes garçons utilisés à diverses fins. L'édifice entier de la civilisation romaine était construit en partie sur la souffrance de ses enfants. À mesure que l'Empire évoluait, la pratique de garder des garçons concubins évoluait également. Sous les empereurs chrétiens, à commencer par Constantin, des tentatives ont été faites pour réglementer ou limiter certains aspects de l'esclavage, mais ces réformes étaient limitées et souvent ignorées. L'abus se poursuivait, maintenant caché derrière un vernis de moralité chrétienne. Les garçons continuaient d'être achetés et vendus, toilettés et violés, mais leur souffrance était maintenant voilée par un secret et une hypocrisie encore plus grands. La propagation du christianisme à travers l'Empire a créé de nouvelles tensions autour de la sexualité et de l'esclavage. Les pères de l'Église ont condamné la pédérastie en des termes forts, mais leurs préoccupations concernaient principalement la santé spirituelle des auteurs, et non le bien, être des victimes. Le garçon concubin sexuellement abusé était souvent considéré comme souillé et indigne du salut chrétien, à moins de subir une pénitence intensive, ajoutant un traumatisme spirituel à leur fardeau existant. Au IVe et Ve siècle, alors que l'Empire romain d'Occident s'effondrait, le sort des garçons concubins est devenu encore plus précaire. L'instabilité économique signifiait que de nombreux maîtres ne pouvaient plus se permettre d'entretenir de grandes maisonnées d'esclaves. Certains garçons ont été abandonnés, livrés à eux-mêmes dans un monde qui n'avait pas de place pour eux. D'autres ont été vendus à de nouveaux maîtres dans l'Empire d'Orient, où la pratique s'est poursuivie pendant des siècles sous la domination byzantine. La chute de Rome n'a pas mis fin à la souffrance. Elle l'a simplement transformée. Dans le chaos de l'invasion et de l'effondrement social, ce sont toujours les populations vulnérables qui souffrent le plus. Les garçons concubins, formés uniquement pour le plaisir et la servitude, avaient peu de compétences pour survivre. Beaucoup ont probablement péri dans les bouleversements. D'autres ont pu être trouvés de nouvelles formes de servitude sous des seigneurs germaniques qui ont adopté les coutumes romaines. Leurs destins individuels sont perdus pour l'histoire, mais nous pouvons imaginer la peur et l'incertitude auxquelles ils ont été confrontés. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce sombre chapitre de l'histoire humaine? Premièrement, nous devons reconnaître que le pouvoir sans responsabilité mène inévitablement à l'abus. Le système romain donnait un pouvoir absolu aux propriétaires d'esclaves, et ce pouvoir a corrompu. Lorsque les gens sont classés comme des biens, lorsque leur souffrance est légalement et socialement sanctionnée, les atrocités deviennent routinières. Deuxièmement, nous voyons comment les sociétés peuvent normaliser les pratiques les plus monstrueuses par une combinaison de lois, de coutumes et d'aveuglement volontaire. L'abus des garçons concubins n'était pas caché, il était ouvertement affiché, célébré dans l'art, tourné en dérision dans la littérature. Une civilisation entière s'est convaincue que l'exploitation sexuelle des enfants était non seulement acceptable, mais sophistiquée. Cette normalisation du mal devrait nous servir d'avertissement quant à notre propre capacité à l'aveuglement moral. Troisièmement, nous devons nous souvenir des victimes elles-mêmes. C'étaient de vrais enfants, avec des noms que nous ne connaîtrons jamais, des rêves que nous ne pourrons jamais retrouver, des voix réduites au silence il y a 2000 ans. Ils aimaient et craignaient, espéraient et désespéraient, comme n'importe quel enfant le ferait. Leur humanité leur a été niée par leurs contemporains, mais nous ne devons pas répéter ce déni. En nous souvenant d'eux, nous restaurons une petite mesure de la dignité qui leur a été refusée de leur vivant. L'héritage des garçons concubins de Rome résonne à travers l'histoire sous diverses formes. La pratique a influencé des systèmes similaires dans les cultures byzantines, islamiques et autres. La normalisation de l'exploitation des enfants par une civilisation puissante a facilité la justification de leurs propres abus par d'autres. Encore aujourd'hui, dans les recoins sombres de notre monde, des enfants sont toujours victimes de la traite, toujours exploités, toujours traités comme des objets
pour la gratification des adultes. La traite moderne des êtres humains, l'abus sexuel et l'exploitation des enfants ont leurs racines dans des pratiques comme celles de la Rome antique. Les méthodes ont peu être changées, mais le mal fondamental reste le même. Les puissants s'en prennent aux vulnérables, les adultes détruisent les enfances, les êtres humains sont traités comme des marchandises. Comprendre les atrocités historiques, comme le système des concubins romains, nous aide à reconnaître et à combattre leurs incarnations modernes. Nous devons également faire face à la manière dont l'histoire elle-même a été complice de la minimisation de ces abus. Pendant des siècles, les historiens, principalement des hommes, s'identifiant principalement aux puissants et non aux impuissants, ont minimisé ou romancé ces pratiques. Hadrien et Antinous ont été dépeints comme une histoire d'amour, et non comme un abus de pouvoir. La souffrance de milliers de garçons anonymes a été reléguée aux notes de bas de page ou complètement ignorée. Ce n'est que récemment que les chercheurs ont commencé à examiner cette histoire avec la clarté morale qu'elle exige. Ce processus de récupération historique est douloureux, mais nécessaire. Chaque bribe de preuve, chaque inscription, chaque document juridique, chaque texte médical ajoute une autre voix au chœur des silencieux. Nous ne pouvons pas défaire la souffrance du passé, mais nous pouvons nous assurer qu'elle ne soit pas oubliée. Nous pouvons refuser de la romancer ou de la minimiser. Nous pouvons l'appeler ce qu'elle était, de la maltraitance systématique d'enfants, sanctionnée par l'une des civilisations les plus célébrées de l'histoire. Cette récupération nous oblige également à examiner notre propre complicité dans des systèmes similaires. Combien de produits dans nos maisons sont fabriqués par le travail des enfants? Combien d'enfants dans notre monde ne sont pas protégés contre l'exploitation? Combien de voix sont réduites au silence par la pauvreté, l'impuissance, l'indifférence de ceux qui pourraient aider? L'élite romaine a détourné le regard de la souffrance qui était parmi eux. Nous devons nous demander, quelle souffrance choisissons-nous de ne pas voir? L'histoire des garçons concubins de Rome n'est pas seulement de l'histoire ancienne. C'est un miroir tendu à la nature humaine. Elle nous montre avec quelle facilité des gens civilisés peuvent se livrer à la barbarie lorsque cette barbarie est profitable et socialement acceptée. Elle révèle que les vulnérables ont toujours payé le prix des plaisirs des puissants. Elle nous rappelle que le progrès n'est pas inévitable, que les civilisations peuvent être à la fois technologiquement avancées et moralement en faillite. Pourtant, cette sombre histoire contient aussi des graines d'espoir. Il y avait des Romains qui remettaient en question ces pratiques, qui voyaient l'humanité chez les esclaves, qui plaidaient pour un meilleur traitement ou l'affranchissement. Il y avait des garçons qui ont survécu, qui ont trouvé des moyens de préserver un certain sens d'eux-mêmes malgré tout ce qui leur a été fait. Il y a eu des moments de gentillesse, de résistance, de dignité maintenue contre toute attente. Même dans les systèmes les plus sombres, la résilience et la compassion humaine peuvent survivre. Alors que nous concluons notre examen de l'un des chapitres les plus troublants de l'histoire, nous devons accepter notre malaise. L'histoire des garçons concubins de Rome n'est pas facile à entendre. Elle remet en question notre admiration pour les réalisations romaines. Elle nous force à voir la souffrance derrière les statues de marbre et les pièces d'or. Elle nous rappelle que chaque civilisation a ses victimes, et que la mesure d'une société n'est pas ses monuments, mais la façon dont elle traite ses membres les plus vulnérables. Les garçons dont nous avons entrevu la vie n'avaient aucun choix dans leur souffrance. Nous avons le choix de la manière dont nous réagissons à leur histoire. Nous pouvons détourner le regard, comme l'ont fait leurs contemporains. Nous pouvons minimiser leur douleur, comme l'ont fait les historiens pendant des siècles. Ou nous pouvons témoigner, transmettre leur histoire, nous assurer que leur souffrance n'a pas été entièrement vaine. En nous souvenant d'eux, nous nous engageons à protéger les vulnérables à notre époque. L'histoire ne concerne pas seulement le passé. Elle concerne la façon dont le passé façonne le présent et l'avenir. L'abus systématique des enfants dans la Rome antique a envoyé des ondes qui se sont propagées à travers les siècles et les cultures. En comprenant ce sombre chapitre, nous sommes mieux équipés pour reconnaître et résister à des maux similaires à notre époque. Les garçons qui ont souffert dans les villas romaines ne peuvent pas être sauvés, mais être que leur histoire peut aider à en sauver d'autres. Laissons leur voix réduite au silence parler à travers notre mémoire. Laissons leurs enfances voler nous rappeler la préciosité de l'enfance. Laissons leur souffrance renforcer notre détermination à protéger les innocents. Les salles de marbre de Rome se sont effondrées, ces empereurs sont poussière, mais les leçons morales de ces pratiques les plus sombres restent d'une actualité urgente dans un monde où les enfants souffrent encore de l'exploitation, où le pouvoir corrompt encore, où les gens traitent encore d'autres personnes comme des biens.
L'histoire des garçons concubins de Rome n'est pas de l'histoire ancienne. C'est un avertissement, une lamentation et un appel à l'action. Ayons le courage de l'entendre.